French Boss vous est présenté cette semaine par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA, Bachelors of Business Administration, est une voie qui détonne dans le catalogue des programmes Schema. Après le lycée, ce programme en 4 ans, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, permet aux étudiants de suivre une formation imprégnée d'international et d'expériences multiculturelles. Le diplôme est reconnu partout dans le monde, possible 100% en anglais, et offre aux étudiants la possibilité d'accéder au marché de l'emploi rapidement, sereinement et à l'international. Bonjour à tous, le French Boss de la semaine sur French Morning est une French Boss, Véronique Trang. On va la retrouver dans quelques secondes en Grande-Bretagne. Alors, Véronique, c'est un mélange d'extrême rigueur, celle que nécessite son quotidien d'entrepreneur, et puis c'est un mélange de créativité. Elle a reçu beaucoup de prix d'ailleurs, elle a souvent été récompensée pour sa créativité. On va parler de tout ça. Bonjour Véronique. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. On va parler de tout ça parce que manifestement, après ce que j'ai lu sur vous, j'ai l'impression que vous êtes un personnage qui est assez riche et qui, par moments, est peut-être d'ailleurs un petit peu désarmant par sa richesse. On va en reparler. Pour l'heure, la ville qui est derrière moi, c'est la ville dans laquelle vous vivez, c'est la ville dans laquelle vous travaillez. Je voudrais savoir, Véronique, que représente pour vous professionnellement la ville de Londres. Bon alors, ça paraîtra peut-être, assez commun comme description, mais bon, moi j'ai grandi, à Paris, donc hem, j'ai cette expérience d'étudiante, parisienne et quand je suis arrivée à Londres, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée, très fort, c'est le dynamisme. Donc il y a plusieurs choses finalement aujourd'hui, si je devais résumer ce que Londres représente pour moi aujourd'hui, c'est le dynamisme, la diversité et l'inclusion culturelle. Et puis c'est une ville familiale aussi. Donc évidemment, je le vois avec mon spectre de londonienne qui a grandi à Paris, qui a vécu 15 ans à Londres, en arrivant en mode, jeune active célibataire et aujourd'hui maman de 2 enfants. Hem Et vous avez créé votre entreprise à Londres. Je voulais savoir la part qu'a pris Londres dans la création de votre entreprise. En fait, ça veut dire, est-ce que la société que vous avez créée, vous auriez pu la créer ailleurs, notamment à Paris, pourquoi pas? Et est-ce que ça aurait été aussi facile? Est-ce que ça aurait eu, selon vous, le même succès? On ne le saura pas, mais je vous pose la question quand même. Et bah, écoutez, je crois que l'écosystème, d'entrepreneurs, de start-up, à Londres, en tout cas, je le trouve, très dynamique et il y a un mix. Je parlais de mixité culturelle et de diversité culturelle, d'inclusion, culturelle qui était finalement, qui m'a beaucoup inspirée parce que j'ai vu, des entrepreneurs de partout, se sentir tout à fait légitimes en fait de créer, une société, à Londres. Et c'est finalement assez mon parcours, par exemple, est tout à fait commun. À Londres, j'ai, étudié donc en France, je suis venue pour mon premier boulot, à Londres, mais j'ai aussi je suis aussi biculturelle, hein. Je parlais, chinois à la maison, étant petite, hein, donc j'ai appris le français à l'école et tout ça finalement fait que, peut-être qu'en France, je me serais sentie peut-être un petit peu moins légitime, j'en sais rien. Mais en tout cas, à Londres, c'est un parcours tout à fait classique en fait, et arriver dans ce milieu, d'entrepreneur, pour moi, ça n'a pas du tout été intimidant. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté d'une certaine manière en mettant en opposition l'aspect créatif que vous possédez manifestement et puis l'aspect rigoureux que vous devez d'avoir dans votre activité quotidienne aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition que je donne de vous, une jeune femme qui est au carrefour entre la créatrice et la rigoureuse, quoi, la chef d'entreprise? Alors, je pense que effectivement, je pense que c'est assez juste. Je pense que mes amis me décriraient également comme ça. Hem, donc, bravo Eric. Bonne analyse. Je Mais crois que j'ai beaucoup lu de choses sur vous, j'ai beaucoup travaillé. Aucun mérite, aucun mérite. merci beaucoup. Non, je pense qu'en fait, de par mon parcours, alors, si je devais, revenir,
à la racine de la créativité chez moi, ça commence aussi finalement par la musique. Figurez-vous que voilà, moi j'étais destinée à une carrière de musicienne, il y a plusieurs années de cela. Avant mon bac, j'ai dû choisir effectivement entre, devenir enfin poursuivre des études professionnelles de pianiste, ou aller, en école de commerce. Enfin une prépa OK. HEC, pour ensuite intégrer une école de commerce. Donc finalement j'ai eu un petit peu les 2 comme ça, la créativité musicale plus, finalement l'envie aussi heu, de, de me frotter à des challenges, académiques aussi donc voilà, et puis, et je pense que oui, peut-être que ça me définit, peut-être que voilà, justement j'ai cette casquette, créative, j'ai plein d'idées, et j'ai toujours envie d'entreprendre. Ça a toujours été le cas, hein. C'est vraiment la fibre entrepreneur, c'est un état d'esprit finalement et ça, je pense que je l'ai depuis très longtemps. Hem Et l'aspect rigoureux, je pense que ça a été développé, notamment par, les premiers jobs que j'ai eus. Après mon école de commerce, j'ai intégré, je suis allée travailler chez Ernst& Young, à Paris, donc en stage et puis, ils m'ont offert mon premier job à Londres. Et là, je me suis effectivement confrontée à des gens très, très rigoureux, très exigeants, très rigoureux et j'ai dû me plier, à cette façon de travailler. Donc je leur en suis, très reconnaissante parce que ça m'aide beaucoup aujourd'hui. En même temps, vous aviez fait des études qui vous orientaient vers la finance. Vous aviez suivi les cours de l'Institut supérieur du commerce, je Tout à crois. Et donc, vous étiez quand même dans cette espèce de voie qui vous amenait vers la finance et que vous avez probablement laissé tomber parce que vous aviez plein d'autres envies, mais que vous êtes obligé de retrouver aujourd'hui. Ça vous a jamais véritablement quitté, en fait. En fait, c'était assez stratégique pour moi, le choix de ce master en finance. Je savais que je n'allais pas en faire mon métier, mais je savais aussi que ce n'était, pas possible pour moi d'apprendre, d'avoir des bases en finance ailleurs qu'en école de commerce. En tout cas, c'est comme ça que je me l'imaginais, en tant qu'étudiante. Donc, j'ai avant mon master en fait en finance, j'ai été, en année de césure chez Ford Motor Company à Paris, Saint-Germain-en-Laye, pour faire du marketing en fait. Et ça a été stratégique également de le faire parce que je voulais savoir ce que c'était en fait de faire du marketing produit. Donc j'ai fait ça 1 an pour lancer le Ford S-Max, en France en 2005 je crois. Et ensuite de retour, à l'ISC, pour moi c'était évident qu'il fallait que je choisisse en fait une, une un master qui me permettrait en fait d'acquérir des compétences en finance, que je n'aurais pas la possibilité d'avoir ailleurs, enfin d'apprendre ailleurs qu'à l'école. Ouais, et je savais Véronique, que j'allais tout m'en à l'heure, servir. Mmh. pardonnez-moi, je vous entendais pas, je vous ai coupé. Qu'est-ce que Et vous disiez, pardonnez-moi? je c'était la stratégie de toute façon de pouvoir avoir, hem, finalement un parcours généraliste et qui inclut en fait des hard skills, et pour moi c'était la finance. Alors tout à l'heure, on va parler bien sûr de la société que vous avez créée au mois de février 2020, Storeskimo. C'était donc il y a 2 ans et demi à peu près, grosso modo. Mais auparavant, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place les pièces du puzzle qui ont abouti finalement à la création de cette société. Et il y a un élément important de la création de cette société, c'est l'amour que vous avez des enfants. Vous en avez, mais vous n'aimez pas que vos enfants, manifestement, Véronique. Alors, je pense que quand on devient parent, en fait, on n'est pas, on n'a pas juste, son enfant, ses enfants, hem, à protéger. Je pense que quand on devient parent, en fait, on est garant finalement de ce que la prochaine génération, de ce qu'on laisse à la prochaine génération. Enfin, que ce qu'on va laisser à la prochaine génération et hem, je pense qu'il est très, bah, c'est pour moi, c'est venu comme une évidence finalement, impliquée dans l'éducation de ma fille Anouk, j'ai, rapidement, fait des recherches, hein, sur, comment est-ce que j'allais l'éduquer, quel genre d'éducation j'allais pouvoir lui donner, et évidemment on s'inspire forcément de sa propre éducation lorsqu'on devient parent, que ce soit pour combler, des lacunes, ou que ce soit pour reproduire, des choses positives que l'on a vécues. Hem
Donc, il y a une chose qui a été absolument, révélateur pour moi. Petite, comme je parlais chinois à la maison, le français, en fait, je ne l'ai acquis qu'à l'école. Et j'ai eu des frères et sœurs, donc je parlais français avec eux à la maison, donc on ne parlait pas que chinois. Mais avec mes parents, ce n'était que le chinois. Et finalement, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, la culture asiatique chinoise, on donne finalement pas beaucoup la parole aux enfants. Et donc je ayant des parents qui ne parlaient pas très bien le français, je n'ai pas eu la chance en fait d'avoir, enfin on m'a pas lu d'histoire, le soir, on n'a pas lu de livres à la maison en français, il n'y avait pas beaucoup de discussions en français. Donc pareil pour, l'articulation des idées, c'était toujours, enfin pour moi, j'avais quand même finalement assez peu d'expérience, heu Ouais. et heu et je l'ai ressenti beaucoup à l'école. Et je l'ai ressenti aussi, par ailleurs, au début de ma carrière, en fait. Cette, heu, cette pudeur et cette réserve, quant à, prendre la parole, s'exprimer clairement, de manière précise. C'était, c'était un apprentissage finalement sur le tard, je dirais, pour moi. Et je voulais pas que ça arrive à ma fille. Donc, j'ai rapidement, en fait, dans son éducation, mis en place, finalement une ligne de conduite qui était celle de lui laisser, la possibilité et la liberté de s'exprimer, d'apprendre enfin, de se frotter, expérimenter les choses. Et dans l'acquisition du langage, je pense que c'est important finalement de, exposer l'enfant au langage, mais aussi de lui donner la parole pour qu'il puisse finalement s'entraîner. Heu et c'est comme ça finalement qu'on, qu'on s'améliore. Et heu et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à 3 ans et demi, Anouk, elle a commencé à écouter des audiobooks et podcasts. On a introduit à la maison les audiobooks et les podcasts. C'est qui ça a ce qui a été une révélation. Hem, on voulait la tenir loin des écrans et ça a été une révélation vraiment parce qu'on a vu que son vocabulaire s'enrichissait très, très vite. C'est comme si elle lisait 10 livres par jour, et elle était aussi très inspirée, en fait, par le storytelling. Donc raconter des histoires, c'est magique. On Ça peut vous transporter autant qu'un livre, d'écouter des histoires, hein, que de lire un livre. Et on a des images dans la tête. C'est très intime comme, expérience. Donc c'était une vraie révélation. Et en fait, pendant le lockdown, lorsqu'elle était à la maison, qu'on était tous à la maison enfermés, je dirais, à 5 ans, elle ne pouvait pas voir ses copains, elle ne pouvait pas, autrement que par Zoom, participer en classe. Et nous est venue l'idée, en fait, de lui créer un podcast. Et comme elle adorait écrire, enfin, elle adorait inventer des histoires, finalement, c'était l'occasion rêvée, pour nous de pouvoir, conserver des souvenirs magnifiques. Et pour elle, c'était un véritable exutoire à la créativité. Et donc tous les soirs, littéralement, elle me demandait de créer des histoires, sans préparation, en fait. Donc, les 3 premiers podcasts, on se passait le relais, on brodait une histoire ensemble, improvisée. Et ensuite, ben, au bout de la du 4e podcast, je crois, il ne fallait plus que j'en place une. C'était sa création et elle y allait et tous les soirs, c'était comme ça. Super, c'est super. Donc voilà. Et je crois que lorsqu'on est, entrepreneur dans l'âme, et qu'on voit qu'il y a une opportunité, et un potentiel énorme, qui n'a pas été exploité. Et pour moi, ça a été le cas pour le podcast, qui n'a pas suffisamment été démocratisé pour les enfants et qui pourtant est un segment en croissance, hein, on pourra en parler plus tard. Ça, Un segment en forte croissance, et que le potentiel n'est pas exploité pour une cause qui est, importante, hein, le développement de l'enfant, du langage, de l'éloquence. Et bien, en fait, ça nous démange et on y va et on le fait. C'est comme ça que Tell a été créé. Quand je vous écoute, je me rends compte à quel point vous êtes véritablement une jeune femme de votre siècle. Le podcast, c'est vraiment le truc de ce début de 21e siècle. Et en lisant quelque chose, j'ai noté un mot que vous aviez prononcé dans un truc que vous aviez écrit, qui était le mot agile. Alors là, voilà le mot qui est un petit peu un mot cliché, hein, on va pas se mentir, mais qui traduit, qui est le mot de toute une génération. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet qui puisse être valable s'il n'est pas déclaré agile. Ça veut dire quoi, un projet agile, Véronique? J'aimerais que vous me disiez. Donc, alors, si on l'explique, enfin moi comment je l'intègre en fait, comment j'intègre l'agilité dans ce que je fais, dans ce que j'ai fait dans le passé.
Je pense que c'est souvent ce qui se passe, enfin, c'est en opposition, je dirais, au planning à l'avance, long terme et cetera, qui ne prend pas forcément en compte les changements, de contexte, et les changements de besoins aussi. Comme vous le dites, hein, c'est un mot de toute une génération, aujourd'hui, on on s'adapte très vite, on s'adapte à ses besoins, on est très à l'écoute et je pense que, n'importe quel utilisateur, aujourd'hui a un choix incroyable, en fait, de solutions. Donc ils ont un problème, ils vont trouver une solution. Si la solution n'est pas suffisamment bonne, ils vont en trouver une autre. On n'avait pas accès, auparavant à autant de choix et hem et donc c'est naturel finalement que l'agilité, heu, finalement, c'est, la possibilité ou c'est la compétence, la capacité, je dirais, à, s'adapter, à être à l'écoute, et dans mon cas, notamment dans la création de produits, hein, nous on est, Tellme est une, création de une, plateforme de création de podcasts pour enfants. Un produit qui est là, en l'occurrence, on travaille sur notre application mobile. On intègre en fait nos utilisateurs, mais dès le début, au moment du prototypage. On ne va pas aller, se dire, voilà alors, su d'après mon expérience, moi, Véronique Trang avec ma fille, c'est comme ça que j'imagine le produit et c'est comme ça que ça sera. Non, je vais aller recruter des utilisateurs, des bêta-testeurs. Je vais voir parmi 50 bêta-testeurs, quels sont ceux qui ont le plus, qui se sont le plus engagés, dans le programme de bêta-testing. Parmi ceux-là, je considère que ce sont les plus, ce sont nos early adopters a priori. Je comprends quel profil ils ont et j'essaie de tirer le maximum d'informations, surtout de comprendre en fait quels besoins est-ce qu'ils peuvent avoir et comment est-ce qu'on apporte de la valeur, comment est-ce qu'on les aide en fait. Parce que, et là, je pense que c'est, pour moi, c'est ça, c'est de l'agilité, parce qu'on va à la recherche de l'information, on va s'adapter, on va aller poser les bonnes questions et on va continuer en fait à améliorer en fait, un produit, un process, une offre, à notre utilisateur final. On va revenir sur ce quotidien professionnel, ce qu'est votre quotidien professionnel aujourd'hui. Vous avez commencé à l'esquisser, Véronique. Un petit mot sur ce qu'on disait au début, le fait que vous ayez été récompensé pour votre créativité. Alors d'abord, c'est toujours valorisant, c'est toujours sympa, mais en plus de ça, j'ai lu quelque part que ça vous avait rapporté de l'argent. Et l'argent, quand on envisage de monter sa boîte, c'est pas mal d'en avoir un peu. En fait, Racontez-moi. tout à fait. Donc, étant à Londres, il y a, donc l'agence, d'innovation, du gouvernement anglais qui s'appelle Innovate UK. Hem, un pot de fan de, fon enfin un fonds, je dirais qu'il distribue ensuite, aux sociétés les plus innovantes et donc, nous avons gagné effectivement le, Creative Industries Fund, de, Innovate UK, fin de l'année dernière et ça a correspondu plus ou moins au moment où on a pivoté en fait, Storyskimo est devenu, Tellme. À ce moment-là, nous étions une, plateforme de curation de podcasts, on est devenu une plateforme de création de podcasts et ça, c'est arrivé, nous avons pitché en fait cette proposition-là, de manière plus officielle parce qu'on travaillait dessus déjà quand même en stealth mode, et là, on a eu donc ce prix, hem et je pense que ce qui a été un énorme coup de pouce pour nous, ça a été non seulement en fait, l'aide financière que nous avons eue, donc un apport, qui nous a permis d'investir dans le produit, dans la création de l'application mobile. Mais c'est aussi finalement, le nom, Innovate UK, c'est une institution, enfin c'est et très difficile en fait d'avoir un prix avec Innovate UK. Donc forcément, dans nos discussions, avec les investisseurs, avec des partenaires, tout de suite, lorsque, on apprend que nous sommes un des gagnants du prix Innovate UK, tout de suite en fait on comprend que voilà, on a quelque chose d'intéressant à proposer. On en arrive justement à ce qui est écrit derrière vous. Tell Me, ancien Storyskimo, créé donc au mois de février 2020. Alors,
on va parler déjà de l'aspect financier de la création de votre entreprise. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que vous avez démarré seul? Est-ce que vous avez eu des investisseurs? Racontez-moi les premiers jours de ce qui s'appelait alors Storyskimo et qui est devenu Tellme. Oui, donc alors moi j'allais, accoucher en fait, donc j'ai commencé juste avant d'accoucher, d'avoir mon 2e enfant. Hem, donc j'ai travaillé en alors comment ça s'est passé? Attendez, je réfléchis. Oui, donc en fait on a commencé, Storyskimo. L'idée de Storyskimo a démarré lorsque comme je vous disais, on a découvert que notre fille, adorait les podcasts et les audiobooks et donc l'idée a germé comme ça petit à petit. C'était tout à fait géré en fonds propres, hein, donc je travaillais en parallèle, en fait. Je travaillais en parallèle, j'ai travaillé aussi beaucoup avec les startups, à cette époque-là, et donc c'était au sein de Unilever, j'étais, en charge du programme, enfin l'un des programmes Unilever Foundry, qui est donc la plateforme qui permet aux grands enfin, à ce grand groupe et aux marques de ce grand groupe de, travailler avec des startups innovantes. Donc j'ai baigné déjà dans ce milieu. J'ai eu cette idée, on a commencé à travailler dessus, faire nos petites études, totalement, bootstrappé. Donc aujourd'hui, ça a été totalement bootstrappé. Ensuite, on a on a décidé en fait de continuer à bootstrapper, et de se financer par les grants, donc en français on dit des Ouais. Ce serait pas mal de franciser un pardon, des peu. subventions. C'est compliqué, vous savez, quand on a vécu, Non, non, mais je sais bien. Je sais longtemps. bien. Vous savez, on parle avec des entrepreneurs français à l'étranger en permanence et je sais bien que quand on est baigné dans un environnement de langue anglaise, on n'a pas toujours le réflexe du mot en français. Je le sais. Et ben, Pardonnez-moi, Véronique. Je vous laisse. oui, désolée, Continuez. désolée, oui, oui. Donc je disais qu'on avait, on avait commencé comme ça, on a totalement bootstrappé et on a, décidé d'appliquer pour d'obtenir des subventions, en fait, pour nous aider. Hem et en fait, comme, vous l'imaginez avec le covid et le lockdown, tout ça, ça a été pas mal, ça nous a beaucoup chamboulés, hein, évidemment, comme beaucoup. Puis en plus, avec ça, un nouveau-né. Donc Véronique, je vous interromps, Véronique, vous dites toujours on. Vous dites pas je. Qui est l'autre personne? Ou les autres personnes? je me suis entourée finalement d'advisors, de toute une communauté en fait de parents, d'enfants, qui ont, C'est ça. bûché avec moi aussi. On a eu, donc mon compagnon également, hein, évidemment, qui lui travaille aussi également dans la tech. Donc c'est pareil, un brainstorm des idées. On n'est jamais vraiment tout seul, hein. Vous savez quand on commence comme ça, on cherche, des feedbacks, on va présenter des choses, on voit ce qu'on dit. Ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait d'agilité, c'est ça aussi, essayer de faire nos petites recherches, pas être tout seul dans son coin non plus. Hem, oui, aujourd'hui par contre, je travaille avec plus que des advisors, donc on a des partenaires. Heu, j'ai, je travaille avec un développeur, et puis des designers et UX et UI. Alors, des partenaires, des designers, ce sont donc des gens que vous payez, ce qui veut dire que vous avez les moyens de payer. Alors, racontez-moi maintenant. Alors, Après, grâce à on va une étude rentrer. Attendez, attendez, Véronique, une seconde. Après, on va rentrer dans les chiffres, mais racontez-moi quelles sont exactement les sources de revenus aujourd'hui de Telme et donc, par conséquent, l'activité qui est celle au quotidien de Telme. donc aujourd'hui, hein, pour être, tout à fait clair, on a eu un tout petit peu de revenus, par notre, plateforme en fait en B2C, en abonnement. Sachant qu'on a pivoté, et on est devenu une plateforme de création de podcasts. Aujourd'hui, le produit, il est en développement. Donc, il sera, sorti, cet été. On se finance aujourd'hui par les subventions, hein, donc, je paye ces personnes-là grâce aux subventions. Hem, je pense que pour nous, notre objectif maintenant, c'est, de, développer ce produit et de finalement, se préparer à une levée de fonds. Donc, on compte on recomm enfin, on
fait grandir notre, network, notre réseau d'investisseurs aussi qui sont déjà impliqués en fait dans l'éducation, les médias ou la création de contenu. Voilà. D'accord, vous êtes beaucoup donc dans une phase de communication. C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes en face l'un de l'autre aujourd'hui. Vous me dites ce produit. Et c'est quoi ce produit, Véronique? Donc, quand j'ai essayé de créer un podcast pour ma fille, en fait, je cherchais une plateforme qui soit faite pour les enfants, pour qu'ils puissent créer leur propre podcast, donc des mini podcasts. Nous, on a l'habitude de podcasts, de 30 minutes, mais un enfant, peut faire un podcast, peut créer un podcast qui dure 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Bien sûr. Hem, donc je n'ai pas trouvé, en fait, cette plateforme-là lorsque j'ai fait mes recherches et donc c'est ça que j'ai créé. J'ai créé une plateforme qui permet aux enfants d'accéder, en fait, d'accéder à thèmes, des challenges, hem, heu, des compétitions aussi de podcasting. Donc il y a plein de sujets, ils peuvent s'en inspirer, des questions qui leur est posées, ils peuvent s'en inspirer pour structurer leur podcast et ensuite ils peuvent produire leur podcast automatiquement. Ils peuvent ajouter leur, musique de fond, l'image qui va avec le podcast. Ils se créent leur propre compte aussi, donc ils ont leur propre avatar et ils peuvent partager ensuite leur podcast. Et donc c'est je dirais en une phrase, hein, Tellme, c'est une, plateforme de création de podcasts, pour les enfants. Donc vous avez des gens qui travaillent avec vous pour la partie, disons, technique hein, de la création du podcast. Quel est votre rôle précis à vous, Véronique, dans cette structure de création de podcast? Je ne sais pas si on peut dire précis, mais le rôle, je dirais les différentes casquettes que je peux avoir, je pense que j'ai, la casquette, forcément de la visionnaire, hein. C'est où est-ce que va le produit? Pourquoi est-ce qu'on est là? Qui est-ce qu'on qui est-ce qu'on aide? Hein, quelle est notre audience? Donc, toute cet aspect, de recherche, hein, je dirais presque, hein. Rechercher, quel est notre positionnement, à qui on parle, à qui on vend, donc ça, c'est cette Vi- casquette-là que j'ai, voilà. Donc, je dirais la casquette du Vision. voilà, la vision, donc CEO, hein, finalement. Et Hmm. puis, à côté de ça, alors en tant que CEO, forcément, on réfléchit ensuite à: «OK, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre cette, société? D'où est-ce que les fonds vont venir?» Et aller chercher ces investissements, enfin cet argent. Voilà, donc on Véronique, Véronique, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle ensemble, ça veut dire qu'on est en train de déborder, mais ça c'est très c'est très courant. Donc en revanche, je vais vous poser quelques questions précises. Je vais vous demander si vous pouvez faire des réponses précises. Est-ce que vous avez, quand vous avez créé ces podcasts pour enfants, est-ce que vous aviez auparavant fait une étude de marché? On appelle ça un benchmark aujourd'hui. oui, tout à fait, bien sûr. Et Bien vous sûr, avez de la concurrence? pas directement. Alors il y a plusieurs choses, hein. Ce qui est intéressant, c'est que l'audio est un segment tellement en essor hein, qu'il se structure aujourd'hui. Donc il y a de la place, je dirais presque pour tout le monde. Et le marché a commencé très fort, en fait, avec l'écoute de podcasts. On voit par exemple que, Spotify, hein, tout de suite, hein, quand on pense à l'audio, on pense à Spotify. Donc est-ce que Spotify est un concurrent, par exemple? Je dirais que non, pas vraiment, en fait. Parce que, Spotify, c'est un produit, mass market, c'est pour écouter des podcasts. Ils ont également acquis, en fait, des sociétés dans la création de podcasts, qui permet surtout qui permet, en fait, à un public d'adultes de créer, des podcasts pour des raisons professionnelles ou marketing, mais ce n'est pas du tout à destination des enfants. Et comme on n'a pas du tout le même objectif, nous, notre objectif finalement, c'est, l'éducation, c'est le développement en fait de l'enfant, de l'éloquence et de communication et confiance en soi, curiosité de l'enfant et cetera. Ça demande, un investissement total, je dirais, pour servir cette audience, ce qui n'est pas le cas, de grandes,
de grands groupes tech comme Spotify. Et je dirais qu'il y a ensuite d'autres segments comme vous connaissez sans doute pardon, pas Tell Me, vous connaissez sans doute, Tony Tell je connais, là, Tony Vox, Luni, et Yoto, hein, qui sont des players audio, pour enfants. Super produit, c'est génial parce que ça ouvre un marché, en fait, de l'audio pour les enfants. Les enfants peuvent écouter, en fait, écouter des histoires racontées, sur ces petites radios. Je pense que tout simplement, ça contribue, en fait, à démocratiser l'audio pour les enfants. Et donc je pense qu'on a plus de partenaires que de compétiteurs. Alors, très rapidement, là, Véronique, le financement par la pub? Le financement par la pub? Non, pas par la pub, parce que, D'accord, parce qu'on parle à un public d'enfants, en fait. Donc, aujourd'hui, d'accord. faut dire qu'il y a à peu près, 2 000 000 en fait, de dollars, qui seraient générés, en fait, par le podcasting. C'est une estimation pour les prochaines années. Mais pour le public enfant, ce business model, en fait, moi, j'y crois pas trop. Vous voyez? Je pense qu'il y a d'autres manières, en fait, de faire de l'argent, et je crois qu'en premier lieu, il faut penser en fait à une expérience utilisateur, optimale en fait pour les enfants. Je pense que un business model, un modèle économique, qui, se base sur, soit de l'abonnement, soit du B2B, c'est ce sur quoi on irait. Véronique, ce sera ma dernière question. Je vous répète même pas qu'il faut faire une réponse courte parce que ça ne sert à rien. Euh, la rentabilité, vous la planifiez pour quand? Vous la prévoyez, vous la souhaitez pour quand? Écoutez, là, notre produit va sortir bientôt, donc on espère, pouvoir, commencer en fait à travailler avec, des organisations, hein, des sociétés, et du coup, se faire payer comme ça. Donc je pense que la rentabilité, on la prévoit, d'ici l'année prochaine. Merci Véronique et bravo pour votre créativité, bravo pour votre sens de l'entrepreneuriat. Je vous souhaite bonne chance pour les mois et les années à venir. Merci Véronique. Merci beaucoup. Au À revoir bientôt. Marie. Au revoir. Plaisir. Au Au revoir. revoir. French Boss vous a été présenté par Schema Business School et son programme Global BBA. Le Global BBA est offert sur le campus américain de Schema, site à Raleigh en Caroline du Nord, où les étudiants ont l'opportunité d'obtenir un double diplôme en partenariat avec la prestigieuse North Carolina State University. Ils peuvent également passer un ou plusieurs semestres sur les autres campus de Schema au Brésil, en Chine, en France et en Afrique du Sud. Schema propose aussi de nombreux diplômes de master avec plus de 30 spécialisations offertes sur l'ensemble de ses campus. Prêt pour des études et une carrière à l'international? Postulez à Schema pour l'automne 2022, dès aujourd'hui.